L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Timéa. Bonjour. Tu es bénévole à l'association Germa. Oui. Ma première question, c'est une personne qui te connaît bien. Qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant ? Je pense qu'une personne qui me connaît bien dirait que je suis engagée dans la vie et dans la société et pour les autres, et que j'ai un grain de folie. Je fais tout un tas de choses autour de moi et on se demande quand c'est que je vais me coucher. Et que j'essaye d'être dans ma vie, de correspondre à l'idéal que je me fais de comment on doit vivre les uns avec les autres, en fait. Déjà, tu peux nous présenter ton idéal, et puis après, on va aller dans la chute du réel. Alors, mon idéal est assez simple. Il tient en un mot, le mot fraternité. Et pour moi, les hommes et les femmes qui se rencontrent doivent se rencontrer dans une logique de fraternité. L'association dans laquelle je suis bénévole et dont je suis présidente aussi œuvre en faveur de la fraternité. Les hommes, les femmes soient considérés, quel que soit leur niveau de compétence, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit le lieu de provenance, quelle que soit leur religion, leurs opinions, etc. Et que tous doivent se rencontrer dans un esprit de fraternité et faire ce qu'ils peuvent faire dans cet esprit-là. Et cette association, elle fait quoi ? Germa, ça veut dire frère en catalan. La notion de fraternité se retrouve partout et dans le premier article des statuts. Et Germa, c'est une association qui a 3 missions. La première mission, c'est de faire l'accompagnement administratif et juridique des personnes étrangères, puisque nous sommes formés, notamment par le GISTI à Paris et par d'autres organismes et en lien constant avec des avocats. Donc on est en capacité de faire du soutien administratif et juridique auprès des personnes étrangères. À côté de ça, on fait de la solidarité directe. C'est pas possible de lancer quelqu'un sur une procédure qui peut durer des mois et des mois sans se poser la question de comment il mange et comment il dort. Et la troisième chose qu'on essaye de faire, c'est des temps de lien social où on propose des concerts ou des festivals, où on se greffe sur des actions déjà mises en place. Et on va proposer de la sensibilisation à toute personne voulant discuter avec nous. Et souvent aussi, on propose à manger. Et donc, on propose à manger d'ici et d'ailleurs. On appelle ça la grignote d'ici et d'ailleurs. Et donc, souvent, on fait un peu des plats aussi étrangers ou des desserts venus du Maghreb ou venus d'autres horizons. Et comme ça nous permet de parler un peu des problématiques liées aux droits des étrangers, à des personnes qui sont venues à des concerts ou à d'autres rassemblements. Et en même temps, ça leur permet de passer un bon moment et de manger des bonnes choses qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de manger. Donc dans le quotidien de ton association, avec les autres membres, tu rencontres beaucoup de cruauté humaine. Oui, et puis je rencontre... Alors moi je dis souvent que aider les gens à écrire leur demande d'asile, c'est voir le meilleur et le pire. Parce que oui, on entend le pire, la violence en Libye, la traversée de la mer, le fait d'être ensuite souvent mal accueilli au départ dans les pays européens où les personnes arrivent. Et puis en même temps, on rencontre le meilleur parce que si les gens sont arrivés jusqu'en France, c'est qu'ils ont bénéficié d'une solidarité et de liens humains sur la route qui leur ont permis d'arriver jusqu'ici. Et même souvent dans leur pays, quand ils étaient victimes de persécutions, il y a eu des personnes qui leur ont rendu service, qui leur ont tendu la main, qui les ont aidés à se cacher pour que la répression ne se finisse pas par l'assassinat. Et celles qui sont encore vivantes et qui ont fait le périple de l'exil, ont rencontré des gens très courageux souvent dans leur pays et sur la route pour pouvoir arriver jusqu'à nous. Finalement, à l'association, vous essayez d'alléger les maux en les supportant en commun. Je pense qu'on ne les supporte pas en commun. Moi, je vis pas les tortures que les gens ont vécues. Je vis pas la route de l'exil. Voilà, j'ai ma propre histoire avec ça, d'immigration. Mais je vis pas l'histoire des gens. Par contre, je reconnais les souffrances des gens. Je les aide à exprimer ça d'une manière qui soit entendable par nos autorités, qui ont des canevas assez précis. Et donc ça nécessite souvent d'en échanger à plusieurs reprises pour que la parole de la personne puisse être entendue par les autorités. J'aide beaucoup à ça et à reconnaître que la personne a été victime. Et c'est déjà un premier point. Et ensuite, aider la personne à présenter ça d'une certaine manière pour essayer d'obtenir
la protection internationale ou autre chose. On est là aussi derrière, quand les autorités n'ont pas reconnu, par exemple, les souffrances vécues par les personnes. On est aussi là derrière pour aider la personne à moins être en souffrance et pas être en situation d'isolement dans une situation administrative difficile. Tu as parlé que dans ton parcours aussi, puisque tu avais ta propre histoire à l'intérieur de cette histoire en commun avec les autres, puisqu'on est quand même dans une histoire partagée de fraternité. Donc là-dedans, il se joue aussi à l'intérieur du collectif sa propre histoire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ta propre histoire ? Je suis née en Roumanie en 1989, en février, et j'appartiens à une minorité ethnique. C'est l'année qui a mené à la chute de Ceausescu et ensuite à toute la déstabilisation politique qui a suivi dans les années qui ont suivi. Comme j'appartiens à la minorité rom, on était victime de massacres et de pogroms. Et donc j'ai perdu des membres de ma famille, j'ai été transférée en orphelinat roumain, où on connaît les violences et les conditions difficiles de vie, où on a quand même subi la sous-nutrition, le froid et les violences physiques. J'ai vécu la guerre civile, en gros, en Roumanie. Et j'ai été sauvée, on va dire, par les associations humanitaires qui sont venues en Roumanie, quand j'avais à peu près 4 ans, et qui ont sorti de l'orphelinat roumain les plus vivants, dont je faisais partie. Voilà. Et les autres sont, pour une grande partie d'entre eux, décédés. Toi, du coup, par rapport à ton histoire, cette force t'a accompagnée à être là, présente pour les autres aujourd'hui, tu crois ? Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu un parcours migratoire pour aider les personnes étrangères, mais je pense qu'après, ce que j'ai vécu me permet de comprendre d'une manière différente ce qu'ont vécu les personnes étrangères. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une avocate et je lui disais, je me représente vraiment, en fait. Mon histoire joue forcément dans ma manière de comprendre les choses. On se base et sur des éléments personnels et sur des éléments théoriques et de formation, en fait. On a comme 2 sacs à dos quand on parle avec quelqu'un. Un sac à dos plus ou moins professionnel et de savoir, et un sac à dos qui est personnel. Mon sac à dos personnel influence aussi sans doute le fait que je me sens très proche de certaines situations, notamment de migration politique par exemple, dont je me sens très proche parce que c'est l'injustice qui a amené ces gens à devenir militants politiques. Et moi, dans mon histoire personnelle, j'ai subi une situation d'injustice. Donc je suis très intéressée depuis que je suis jeune par les questions de militantisme politique. Je suis moi-même engagée plus ou moins dans la société sur le plan politique. Et en tout cas, je suis très conscientisée politiquement. Et je pense que mon histoire personnelle, ça vient aussi colorer ma manière de comprendre les choses. Après, je pense que ce qui est génial dans cette association, c'est qu'on vient tous d'endroits très différents, de vécus très différents. Il y a plusieurs copains français qui sont là au quotidien pour nous aider. Et il y a aussi beaucoup de copains étrangers qui ont vécu des persécutions ou pas, mais qui en tout cas ont vécu un parcours d'exil. Et je pense que sans la présence des personnes étrangères ici à nos côtés pour accompagner les personnes qui viennent nous solliciter, on aurait vraiment beaucoup moins de compréhension, beaucoup moins de proximité et beaucoup plus de barrages liés à l'interculturalité. Est-ce qu'on peut parler de résilience ? Est-ce que ce mot-là, en tout cas, peut résonner ? Oui. Après, la notion de résilience est tellement utilisée par plein de gens. Oui, le problème, c'est quelle définition tu vas mettre derrière. Mais en tout cas, ouais. C'est un peu la définition de Cyrulnik, tu vois. Alors, moi, je suis plutôt moi, j'aimais bien sa phrase de « tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts dans une certaine limite, parce qu'au bout d'un moment, ce qui nous tue pas peut aussi nous affaiblir. C'est sûr. Donc, les coups de bâton, ça rend pas plus fort. Par contre, le fait d'avoir échappé aux coups de bâton, on peut en retirer quelque chose de l'ordre de « c'est pas normal » et que je sois là ou que je sois ailleurs, je me battrai pour que les gens ne prennent pas des coups de bâton. Voilà. Donc si on espère d'avoir une vision un peu collective, moi je pense que le collectif est très important. Je pense que le fait d'aider les autres m'a aidé aussi. En tout cas, il y a une forme dans l'action collective d'arriver à trouver une place ici
qu'on n'a pas pu trouver dans son pays. Et donc, quelque part, c'est une réponse. Les gens qui s'engagent ici viennent tous apporter quelque part une réponse en se disant « Moi, je contribue à ce que les choses se passent comme je veux qu'elles se passent. » Qu'ils viennent de l'étranger ou qu'ils soient français, en aidant autrui, ils répondent en même temps à leur interrogation propre qui est « Ok, comment je fais pour qu'il y ait un peu moins d'injustice ou un peu moins d'isolement ou un peu moins... Chacun formule sa question à sa manière. Mais en venant ici, on répond aussi soi-même à une question personnelle. » J'ai démarré mon propos sur la vision du monde, donc la tienne. En ta propre vision de ce que serait le monde pour toi. Et maintenant, quelle est ta vision de notre monde actuel, dans le réel? Bon, on peut faire une généralité en disant que y a quand même de plus en plus de recul, notamment sur la notion de droit international, sur la notion de cette appartenance commune à l'humanité. Je pense que c'était très clair au moment de la déclaration de 1948, où on sortait de la Seconde Guerre mondiale, donc on voyait les horreurs qu'on peut commettre en tant qu'être humain, en tant qu'État, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une vision qui est plus dictée par l'individualisme et par une certaine forme de devoir se placer chacun mieux que l'autre. Et du coup, je pense que c'est pas toujours évident. Mais au milieu de ça, il y a vraiment des minorités agissantes qui font des choses très chouettes. Et notamment beaucoup de choses dans l'activisme aujourd'hui de mouvements écologiques où en fait je retrouve plein de notions humaines qui me sont très fortes. Pour reprendre le terme de résilience, on arrivera en fait par la suite à faire résilience collective. C'est-à-dire que je pense que l'état de destruction dans lequel on est en train de mettre la planète aujourd'hui nous forcera un peu comme en 1948 au pied du mur et on sera à nouveau obligé de repenser à cette humanité et à cette terre que nous partageons ensemble en tant qu'être humain en fait. Je suis pessimiste à très court terme, mais je suis optimiste après pour la suite parce que je pense qu'on va voir les limites de ce qu'on fait aujourd'hui, et à titre individuel et à titre étatique. Et du coup, on va encore se rendre compte au pied du mur qu'il faut faire autre chose. Et du coup, tous ces groupes qui sont en train de travailler de manière formelle ou informelle dans le milieu associatif, dans le milieu écologique, etc., tous ces groupes, plus tard, n'auront pas travaillé pour rien. Et ces idées-là seront reprises plus tard. Qu'est-ce qui bloque, à ton avis, le fait de ne pas voir un autre monde possible actuellement? Je pense qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place et qui sont difficiles à changer au niveau international en tout cas. Il faudra qu'il y ait une conscientisation plus forte de la part des populations et c'est sans doute les populations qui obligeront les dirigeants à changer parce que eux, les dirigeants, ils ont une vision court-termiste de l'élection d'aujourd'hui à l'élection prochaine. Qu'est-ce qui va faire que mon mandat va être renouvelé? La vision des populations, elle sera plus large, parce que qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et du coup, quand la population, au niveau international, sera plus coordonnée pour refuser le système actuel, les dirigeants, eux, seront obligés de changer le système actuel. Aujourd'hui, ça convient à une partie de la population de ne pas faire les efforts qui seraient nécessaires pour vivre de manière plus égalitaire et plus juste. Parce que ça demande des efforts. Comme nous, on est dans les pays du Nord, ce serait à nous de faire plus d'efforts pour instaurer cette égalité. Pour l'instant, si le monde il peut tourner comme ça sans faire d'efforts, c'est bien. Mais quand nos sociétés vont voir que si ça continue comme ça, leurs enfants n'auront pas de vie, nos sociétés seront amenées à faire l'effort nécessaire. Tu vois, ça me fait penser à la phrase de Fabrice Dume, que tu dois connaître, Ouais. Du travail social au travail ensemble. Il évoque chacun, engoncé dans le vêtement de ses habitudes, peut légitimement craindre que l'ouverture ne bouleverse ses repères, ses facilitations, ses marges de pouvoir sur le monde. Ouais. C'est un peu finalement ce que tu viens de raconter, cette histoire-là. Écrite de manière très bien. Et c'est pareil, la montée. Alors moi, c'est quelque chose qui me
Ça, c'est sur le court terme, parce qu'après, à long terme, il se passera autre chose. Mais sur le court terme, la montée de l'extrême droite m'attriste beaucoup. Et je pense qu'on se trompe beaucoup en ce moment, et que la montée de l'extrême droite révèle aussi quand même les peurs que les personnes de la société ont déjà quant à l'avenir. Sauf qu'après, il ne faudra pas trouver les réponses avec l'extrême droite, il faudra les trouver avec d'autres sources de... En tout cas, sur d'autres théories, d'autres propositions, d'autres propositions. mouvements et voilà, et d'autres finalités. Mais pour moi, la montée de l'extrême droite montre déjà que une partie des personnes de notre société sait qu'on ne pourra pas continuer comme ça longtemps. Alors après, le problème, c'est est-ce qu'on se dit c'est de la faute des étrangers qui sont de plus en plus nombreux, ou est-ce qu'on se dit c'est de la faute d'un système qui est à bout de souffle et qu'on doit changer le système, en fait. C'est la question de la peur profonde, c'est-à-dire que si on crie au loup, on prouve que le loup est tel ou tel, hein, sans être dans la politique politicienne, hein, parce que c'est pas mon propos pour moi, en tout cas là, ici. Ça a été un mécanisme utilisé dans plein d'endroits. Tu as parlé de l'histoire après 48, hein, moi je vais parler d'avant 48, hein, on voit bien que le mécanisme qu'Hitler a employé aussi, hein, il a utilisé la peur comme outil de propagande. Hein. Complètement. Donc effectivement, on est aussi dans un espace où à un moment donné, en dehors de toute considération personnelle, je veux dire pour moi, politique, hein, ce mécanisme-là, en tout cas depuis la nuit des temps, marche, hein, parce que c'est prouvé par des guerres. Tu parlais de ta propre histoire dans ton pays d'origine, hein, mais tous les jours vous rencontrez des personnes dont c'est la propre histoire finalement. Et ça, c'est effectivement le gros danger de notre société, quoi. Le gros danger. La peur et la division. Et le fait d'accuser le voisin d'être responsable de ce qu'on vit soi-même. En fait, je suis au chômage parce que y a des étrangers qui ont pris mon emploi, je suis aux minima sociaux et on me dit que c'est la crise. Et en fait, s'il y avait moins d'étrangers, ça coûterait moins cher à la CAF. Donc, ça doit être la faute des étrangers, si ça porte sur la CAF. Et du coup, après, ça crée la crise économique dans mon pays. On entend ça tous les jours avec des mélanges, des choses qui sont complètement mélangées, qui sont complètement fausses. Si on ramène les gens en réalité économique, on se rend compte que les étrangers coûtent pas plus cher qu'ils ne donnent à la France, en fait. Hein. Et ça, c'est pas politique, hein, je veux dire, c'est économique. C'est factuel. C'est factuel, quoi. C'est la Cour des comptes qui dit que les étrangers coûtent autant qu'ils rapportent. Mais dans la rue, on n'écoute pas le rapport de la Cour des comptes, et dans la rue, on écoute des gens qui disent des choses simples, et en fait simplistes. La parole libre, c'est bien, mais il faut quand même que la parole libre, elle soit basée sur des faits. Parce que si la parole libre ne se base plus sur des faits, mais sur des idéologies, on s'éloigne quand même du réel. Dans ce qui t'anime, qu'est-ce qui peut te faire éclore ? Ce qu'on fait tous les jours, c'est génial. Hein. Les gens qui obtiennent un titre de séjour, je suis super contente. Les gens qui gagnent leur statut de réfugié, c'est super. L'équipe qu'on a constituée ici, je trouve que c'est très très bien. Enfin, tout est améliorable, tout est transformable et tout ça, mais moi je suis déjà bien contente de ce que je vis. On essayera de vivre ça encore des années parce que c'est très bien comme ça. Et je pense qu'on a trouvé un espace de liberté et de parenthèse qu'on essaye de faire vivre avec les difficultés quotidiennes. Il faut trouver des sous pour payer le local, il faut ceci, il faut cela. Donc on se coltine un peu des réalités concrètes, mais on arrive à faire vivre un idéal ici qui, moi, me plaît beaucoup. Et je suis contente que les personnes qui viennent ici, elles trouvent un espace accueillant, elles soient reconnues, elles créent des liens de proximité avec nous. Il y a des gens avec qui on devient amis. Et en fait, les gens cheminent avec nous souvent pendant des années, parce que la régularisation, ça prend souvent des années. On voit les gens évoluer, on voit les gens faire des choix, on voit les gens avoir plus de liens sociaux, dire je vais à tel festival ou je participe à telle association. Et donc, on est un peu comme une petite marche, et puis après, ils vont passer d'autres marches. Et je trouve que c'est bien déjà ce qu'on fait. Ça fait combien de temps que tu es engagée ? J'ai commencé, j'avais 15 ans et j'en ai 36. C'est pas mal. Oui, puis ça va continuer. Quel héritage tu as envie de donner ? Ta trace à toi, c'est quoi ?
Je sais pas vraiment quel héritage je donnerai, mais si on se souvient de moi comme de quelqu'un de motivé et comme de quelqu'un qui est ancré dans le réel tout en arrivant à avancer vers quelque chose d'assez idéal quand même. Je dis aux gens qui sont ici, vous pouvez faire énormément de choses, mais il ne faut pas toujours demander l'autorisation. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne la place. Il faut trouver ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez prendre la place qui vous va. Et il ne faut pas rester à la place où les gens nous assignent. Parce que personnellement, je suis non-voyante, je suis d'origine étrangère, je suis pauvre, je suis homosexuelle. Si on m'avait mis à une place et que j'y avais pas bougé, comme m'avait dit un conseiller d'insertion, vous avez le droit de toucher les allocations adultes handicapés, de rester sur votre canapé parce que vous avez des bonnes raisons de ne pas travailler. Donc pour certaines personnes dans la société, ma vie se trouve a priori sur mon canapé devant une télévision. J'aurais été très malheureuse comme ça. J'aurais fini sous médicaments ou je sais pas où. Donc je pense vraiment qu'il faut faire ce qui nous fait du bien, et en faisant ce qui nous fait du bien, si ça peut apporter à autrui, c'est super. Moi, j'avais pas l'idée d'être présidente d'association et je pousse beaucoup pour les autres. Je n'ai pas d'aspect carriériste ou des choses comme ça, je prends les choses comme elles viennent. Au départ, j'ai aidé une ou deux personnes étrangères, je faisais partie d'une autre association. Et on m'a dit, est-ce que tu peux aider une ou deux personnes qui se retrouvent en difficulté? Et puis j'ai commencé à faire héberger 2 personnes, et puis à les aider pour les papiers, et puis de 2 j'en ai aidé 4, et puis de 4 j'en ai aidé 10, et puis de 10 j'en ai aidé 30, et puis quand j'ai commencé à en aider 200, cette association m'a dit ça commence à faire beaucoup de monde, c'est trop compliqué d'un point de vue organisationnel de continuer à suivre comme ça. Donc monte ton asso. Donc on s'est rencontrés à plusieurs copains, on a monté l'asso. Voilà, les petits ruisseaux coulent comme ça, et tu sais pas vers où ça va aller, mais ça avance, et ça crée des belles choses. Et dans quelques années, soit il y aura encore Germa, soit ce sera plus grand, soit il y aura une copine étrangère sans papier qui sera présidente de l'association. Ça me plairait bien, ça, un jour. Voilà. Les choses évoluent au gré de ce qu'on fait. Et chaque chose qu'on fait nourrit ce qu'on fera plus tard. Et c'est bien. Tu as une grande confiance. J'ai pas peur. Je sais pas si j'ai une grande confiance, mais j'ai pas peur. Alors, est-ce que ne pas avoir peur, c'est une grande confiance? Je sais pas. C'est un débat c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Je suis pas sûre d'avoir une grande confiance. Enfin, confiance, c'est pas d'avoir. J'ai pas une grande confiance dans les autorités. J'ai pas une grande confiance dans. En tout cas, dans ce que tu crois. Hein. Moi, je parle plutôt de toi, là, à l'intérieur de toi-même. Il y a quand même une flamme. J'ai l'impression assez. Je suis convaincue. Voilà. Je suis convaincue que... Une certaine forme de foi, sans mettre la foi religieuse, hein, oui. Mais une certaine forme de foi. Oui. Oui, moi des fois on me dit, est-ce que tu as une religion? Et je dis, ma seule religion, c'est les droits de l'homme. Tu lis la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je pense que c'est bon, tu connais ma religion. D'autres femmes aussi, enfin moi je pense souvent à Louise Michel, que j'apprécie beaucoup pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a dit, pour ce qu'elle a écrit, pour plein de choses. Je me rapproche aussi... sur certains aspects de la force qu'a eu Rosa Luxembourg. Oui, Luxembourg. Voilà. Qui est vraiment magnifique, en tout cas sur une partie de ce qu'elle dit, et la force qu'elle avait de conviction, j'aime beaucoup. Voilà, on n'est pas forcément obligé de tout reprendre, mais sur un certain nombre de choses, j'aime beaucoup. Bon, moi je me suis nourrie de ces personnes-là aussi, et j'ai lu beaucoup. Et je pense que le fait de lire beaucoup, ça aide aussi à clarifier sa propre pensée, ce dont on se rapproche et de ce dont on s'éloigne. Et ça permet aussi de créer de la nuance. Je trouve qu'on est dans un monde qui manque un peu de nuance. On peut être en partie d'accord ou en partie pas d'accord, mais sans être dans tout le temps je suis d'accord, je suis pas d'accord. Dans le pour ou le contre, quoi. Ouais. Bon, maintenant je lis moins parce que voilà, au niveau des yeux, c'est un peu plus difficile. Mais j'écoute encore beaucoup par le biais de France Culture, par le biais justement de podcasts, par le biais de plein de choses. Je continue à garder un lien très fort aux idées et à prendre le temps. Je pense que c'est super important d'être dans l'action, mais aussi de prendre le temps de réfléchir à comment on se situe par rapport au monde actuel, par rapport à des faits historiques, par rapport à des pensées philosophiques écrites il y a un certain nombre d'années, etc. Enfin, voilà, moi ça m'a fait très plaisir il n'y a pas longtemps de réécouter plusieurs podcasts autour de Montaigne et des écrits de Montaigne, et j'ai redécouvert des choses, enfin... Ça me nourrit beaucoup. C'est pour ça, quand je dis j'ai pas peur, je suis pas sûre d'avoir une grande confiance, mais
j'ai pas peur et je suis convaincue que nous tous ensemble, voilà, on est 35 bénévoles en tout à l'association, hein, Ah, mais c'est beaucoup, hein. nous tous ensemble, on fait des choses bien, quel que soit le qualificatif qui soit donné par peu importe qui. Mais nous, en tout cas, on fait des choses bien. On est en contact avec une partie des gens qu'on aide depuis 2016 et ces gens nous renforcent. Et une partie de ces personnes est venue agrémenter l'équipe ou donne des sous de temps en temps pour l'association, etc. Donc on sait par effet miroir que ce qu'on fait, ça fait du bien aux gens et ça nous fait du bien. Avant, il existait ce qu'on appelait une service social d'aide aux émigrés. Ça n'existe plus depuis des années parce que beaucoup d'aides auprès des personnes étrangères ont été réduites, et notamment la possibilité pour tout étranger d'avoir des informations sur tes droits, quelle que soit sa situation administrative. Donc les SSAE n'existent plus, soyons fous, recréons-en un. Bénévolement, un peu anarchiquement, avec une autre philosophie que quand c'est un SSAE, avec un chef de service et des professionnels, etc. À notre manière à nous, reprenons les missions des SSAE, et faisons ce qu'on peut pour toute personne étrangère, quelle que soit sa situation administrative. Moi, j'ai bossé il y a quelques temps en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et dès qu'une personne, par exemple, était déboutée du droit d'asile, le cadre administratif d'intervention ne permettait pas de continuer à l'accompagner, même sur les droits que nous savions qu'elle pouvait ouvrir. Alors moi, par exemple, des choses comme ça ne me convient pas. Je n'arrive pas à me borner à la fiche de poste, en fait. Quand il y a un humain au centre et il y a une fiche de poste avec un cadre, etc., c'est compliqué de limiter. Oui, puis quand je reçois quelqu'un, peu importe son statut, je reçois quelqu'un. Voilà. C'est des rencontres à chaque fois. C'est des rencontres à chaque fois. Oui. Tu prends le temps. C'est du respect, en fait. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est la première fois qu'on lit mon histoire avec autant d'attention. Je vais pas lire l'histoire de quelqu'un en faisant le café, quand même. Enfin, c'est incroyable de dire des choses comme ça. Parce que c'est sacré, une histoire. Il y a des gens, ils te disent pendant 8 mois, j'ai pas parlé avec des personnes françaises. C'est dingue en termes d'isolement. Moi, je m'imagine pas ne pas parler pendant 8 mois avec des gens. Quelle souffrance ça doit être dans un pays où on n'a pas ses repères, etc. Moi, ça me semble élémentaire. On fait rien d'incroyable. On fait des choses élémentaires. Ça répond à tes propres valeurs aussi. Oui, on est une équipe qui s'entend très bien et on partage ces mêmes valeurs. Et il n'y a jamais un seul bénévole de l'association qui va dire à quelqu'un dans ta situation, on ne peut rien faire pour toi. Même si, par exemple, on ne peut rien faire administrativement, parce que ce n'est pas le moment de déposer une demande de titre de séjour, ce ne serait pas favorable à la personne. Là, il y a tout un tas de périodes où on dit aux gens, alors là, c'est vraiment pas une très bonne idée d'aller en préfecture. Mais on peut faire d'autres choses. On peut s'inquiéter de l'hébergement, on peut proposer à manger à midi, on peut proposer ne serait-ce que de l'écoute quand la personne elle va pas bien, on peut proposer des orientations vers la passe de l'hôpital pour qu'elle puisse ouvrir ses droits sécu. Même si on ne peut rien faire administrativement, on partage une même humanité et on partage un même droit en fait intrinsèque au respect, à la dignité, à l'écoute, etc. Dans tous ces temps, est-ce que tu as des moments de silence? Et dans ces moments de silence, qu'est-ce que ça te raconte? J'ai des moments de silence avant de dormir. C'est à peu près les seuls gros moments de silence, parce que sinon j'écoute beaucoup de musique. La musique m'aide beaucoup. Je pense que c'est un support très aidant, quoi, psychologiquement. C'est un échappatoire un peu? Oui. C'est un soutien? C'est plutôt un soutien et ça donne la niaque. La musique, ça donne la niaque. Quand on est fatigué, en écoutant de la musique, on retrouve l'énergie qu'on a d'habitude, en fait. Et quand on est fatigué physiquement, notamment. Parce que moi, je bosse à peu près 11 heures par jour. Et du coup, c'est quand même un peu un défi de tenir, dans ma situation de santé à moi, 11 heures par jour tout le temps. Donc la musique, ça me booste. Et du coup, j'écoute facilement de la musique. Et puis, j'écoute de la musique qui est aussi en lien avec mes valeurs. C'est-à-dire que j'écoute de la musique de partout, du monde entier, de toutes les époques, de plein de langues différentes. Ça rejoint aussi ce côté très divers, d'avoir besoin d'être nourri de culture arménienne, de culture espagnole, de culture pachtou d'Afghanistan. C'est de la richesse, ça. C'est vraiment, ça, c'est de la richesse. Ouais. On n'a pas besoin de mettre du numéraire derrière, quoi. Voilà. C'est de la vraie richesse. Et donc moi, c'est beaucoup la musique me porte beaucoup. Et puis les moments de silence, c'est avant de dormir. Et dans les moments de silence, je repense à mes montagnes de quand j'étais petite, de la Roumanie, mais sans être humain. Comme ça, il n'y a pas de violence. Et c'est magnifique. La nature avec que les animaux,
c'est parfait. Que les animaux, que les arbres. Et c'est chez moi comme j'aurais voulu que ça reste, je pense. Voilà. Les montagnes sans les humains. Et ça me fait beaucoup de bien. Et ça me repose énormément. Et je m'endors tous les soirs sur ça. Et je n'ai pas d'angoisse. Je dors très bien. Je dors très très bien la nuit. Je suis crevée, je dors tout de suite. Pas de problème pour dormir. Voilà. Mais ouais. Le silence me ramène directement chez moi, mais sans être humain. Donc la musique, c'est une ressource pour Oui. toi. Qu'est-ce qui est ressource pour toi? Les autres, tu appelles les copains, Oui. hein, tout le collectif. Oui. Est-ce que ça, c'est ta famille, c'est des ressources? Qu'est-ce qui te donne Ah oui, les bénévoles, ça m'aide beaucoup. Tous les copains bénévoles, ça m'aide beaucoup. Et une partie des copains accompagnés qui comptent aussi beaucoup pour moi. Tout ce que je peux écouter, beaucoup des podcasts liés à France Culture, liés à Mediapart, liés à Blast, liés à certaines chaînes de droit des étrangers. Tout ça, ça me nourrit beaucoup. Les contacts avec des partenaires associatifs dans d'autres départements, qui nous expliquent aussi un peu comment ça se passe ailleurs, par rapport à comment ça se passe ici, etc. Ça me nourrit beaucoup. Le fait d'aller de temps en temps en pleine campagne, en pleine nature, ça m'aide beaucoup parce que j'ai vraiment besoin de nature et que je suis beaucoup en ville. Donc voilà, ça m'aide beaucoup aussi. Toute ma famille au sens élargi, quoi. Hein. J'ai ma sœur, ses enfants, des amis très proches. Enfin, voilà, ça m'aide aussi. Je pense que depuis que je suis venue en France, j'ai une bonne dose d'espoir que je suis prête à partager avec voilà, beaucoup. Ça m'aide aussi à tenir. Et les gros moments de doute que j'ai eus, c'est quand je me suis demandé si je quittais la structure dans laquelle je travaillais, où j'avais un salaire, mais où je sentais que c'était pas conciliable ce qu'on me demandait de faire avec mes valeurs. Et donc ça, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas travailler d'une manière qui n'est pas respectueuse de mes valeurs. Et donc le gros moment de doute, ça a été est-ce que je pars, mais j'aurai plus de salaire, ou est-ce que je pars pas? Mon moment de doute, ça a été à ce moment-là. Et j'ai mis 4 mois à y réfléchir beaucoup, et toute seule et avec d'autres. Et au bout de 4 mois, j'ai pris ma décision. Et après, moi, une fois que j'ai pris une décision, je regrette pas. C'est un schéma de pensée où une fois que tu as décidé quelque chose d'important dans ta vie, tu regrettes plus. Tu l'as décidé, c'est fait. Et je dis pareil aux demandeurs d'asile. Je dis, vous prenez une décision, vous savez pas si c'est la bonne ou pas. Mais alors une fois que vous l'avez pris, ne réfléchissez même pas à si vous aviez pris l'autre route, ça aurait été bien. Ne réfléchissez pas à ça. Une fois que la grosse décision, vous l'avez prise. Donc c'est la bonne. Et débrouillez-vous pour que ce soit la bonne. Si elle est en accord avec soi. Ouais. C'est ça qui est important pour toi. D'être en Ouais. accord avec toi-même. Ouais. C'est ce qui t'anime profondément. Oui, et d'être ouverte sur plein de choses. Je veux dire, j'avais une idée quand j'étais jeune, quand j'étais en formation à l'IRTS, j'avais une idée autour de la prostitution. Et je me disais, c'est tellement triste, les femmes qui sont obligées de vendre leur corps pour se prostituer. Et puis, je suis arrivée en Belgique, et en Belgique, la prostitution est légale. Et donc, j'ai rencontré des femmes prostituées qui ne sont pas dans un réseau, qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas victimes, qui ne donnent pas leur paye à un Mac. Pour certaines, revendiquent le fait d'avoir choisi pour tout un tas de raisons, et qui estiment que la prostitution, c'est un métier de la relation. C'est très intéressant de rencontrer des gens qui pensent quelque chose comme ça, et du coup ça amène de la nuance. Et j'ai discuté avec des femmes prostituées en Belgique, et quand je suis revenue en France, alors forcément j'ai ma vision sur les victimes de traite des êtres humains, et j'accompagne ici des personnes victimes de la traite des êtres humains, et c'est abominable et condamnable, et quand on peut aider ces femmes dans le dépôt de plainte, et si on peut aider les autorités à retrouver une partie des responsables de cette exploitation, j'en suis ravie. Mais à côté de ça, sur la prostitution maintenant, j'ai un regard beaucoup plus nuancé que beaucoup de gens en France. Parce que j'ai rencontré des prostituées belges. On ne sait pas tout. On est des fourmis dans le monde. Et donc on peut... Ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est tellement dommage d'avoir des idées arrêtées. Oui, donc tu remets en doute, enfin tu es prêt en tout cas à mettre l'idée sur la table, à débattre et à changer d'avis. Et à me nourrir. À te nourrir en permanence et tout le temps. Ouais, c'est pas me changer d'avis, c'est augmenter mon avis.
de nuances, de précision, de distinction. J'aime beaucoup. Je suis curieuse de plein d'éléments culturels. J'aime voir le monde à travers les yeux d'autrui. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comprendre comment pensent les autres sur le monde. Un peu ce que tu es en train de faire là. J'aime beaucoup faire ça. C'est très très intéressant. Et après, il y a des idées basiques, élémentaires, sur lesquelles je ne changerai pas d'idée. Hein. C'est pas la peine d'arriver avec des idées homophobes. C'est foutu, ça fonctionnera pas. La personne peut prendre la porte à la limite parce que ça va me faire mal à la tête. Mais, ou raciste, hein, pareil. Mais hormis des choses qui sont pour moi non discutables, non négociables, je suis ouverte à plein de manières de penser, plein de manières de comprendre. Et je détiens pas une vérité. Si on croit vraiment qu'on est tous égaux, on considère qu'on peut penser de plein de manières qui sont égales à la sienne. Sinon, on pense pas vraiment qu'on est tous égaux. On pense quand même qu'il y a des gens qui savent mieux que les autres. Dans le respect de ça, après, on peut voir le monde de plein de manières. On peut estimer qu'il y a des esprits, estimer qu'il y a un Dieu, estimer qu'il y en a pas, estimer plein de choses. Toutes ces manières de penser m'intéressent. Tu te vois où dans 5 ans ? Toujours là, je pense. Parce que ta pensée, tu la nourris de plein de choses, donc forcément, tu fais évoluer ta pensée dans la nuance. Oui. Donc ça, c'est intéressant, en tout cas, d'être finalement une expérience en permanence de soi et une expérience avec les autres. Ouais. Donc, et ça nourrit vachement. Enfin, c'est très très aidant. Je suis capable d'expliquer ce que pensent des gens de gauche en Israël, capable d'expliquer ce que pensent des gens de droite en Israël, capable d'expliquer ce que pensent des gens du Hamas en Palestine, capable d'expliquer ce que pensent des pro-paix palestiniens. Voilà. Après, au milieu de tout ça, moi j'ai mon avis, hein. Mais je suis capable d'expliquer ces 4 niveaux de pensée. Et je trouve que si on travaillait plus comme ça, il y aurait peut-être moins de guerre. Oui, dans l'argumentation. D'en poser, oui, puis se dire que personne n'a tout faux. Il n'y en a aucun des 4 qui ont tout faux. Clairement. Mais au final, il n'y en a aucun des 4 qui a raison non plus. Non plus. Non, c'est tellement triste en fait. Et puis c'était tellement à la fois complexe et à la fois merveilleux, parce que finalement à l'intérieur de ça, l'homme, à la fois il a son côté, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il y a un espace de merveilleux en soi, et puis un espace de plutôt obscur. Et ça rejoint un peu, à chaque fois je cite ça, mais c'est vrai que c'est le yin et le yang à l'intérieur de ça, puis au milieu il y a quand même une certaine forme d'aspect qui peut-être représente l'équilibre, j'en sais rien, hein, sur cette finalement rivière entre les deux. Par exemple, on se dit, c'est très facile de dire ah, moi si j'avais été une mère en Guinée, j'aurais refusé que ma fille soit excisée. C'est facile de dire ça de clairement. France. Et puis, si en fait, on n'a pas été à l'école dans son pays et qu'on nous a dit que pour être une femme, il faut être excisé, que soi-même on a été excisé, que nos tantes, nos grands-mères nous ont dit ça. On veut le bien de notre enfant, non ? Donc, si c'est bien pour notre enfant, pourquoi on serait contre ? J'aime beaucoup avoir ce degré-là de compréhension quand j'écris une demande d'asile avec une dame, par exemple, qui n'avait pas fait exciser ses 3 premiers enfants, ses 3 premières filles, et qui a fait exciser sa 4e fille. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup d'écrire pourquoi elle n'a pas fait exciser ses 3 premières filles, et qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire qui lui a permis d'accéder à un autre niveau de conscience. Pour moi, c'est très touchant, et c'est très beau de pouvoir aider des femmes à exprimer ça. Tu es en permanence quand même dans la déconstruction liée à une certaine forme de conditionnement, et la construction de quelque chose de nouveau, d'un nouveau soi ou d'une nouvelle manière d'être par le biais de la conscientisation. Ce qui t'anime profondément là. On se rejoint entre travailleurs sociaux. C'est clair, je crois que c'est les formations identiques là. Merci Timéa. Merci beaucoup.